Ici Pierre de Châtillon. Nous sommes en août 2010. Cette fois-là, je ne vous parlerai pas de climat. Ceux-là qui veulent parler de climat ou qui veulent savoir d'où est-ce que je viens et quelles ont été mes eaux découvertes, vous pourrez lire sur mon site. Il y a plein d'affaires que j'ai écrites. Allez dans les dossiers. Ça s'appelle incapabledeseterre.com où vous lirez mon livre. Comme ça, la petite caisse va sonner un peu de temps en temps. Ça, c'est pas déplaisant. Bouleversement climatique, toujours disponible chez Édition Nenki. Cette fois-ci, on va parler d'histoire. On va parler de quelque chose de très important. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ce message-là est public. J'en avais pas fait depuis un bout de temps. C'est un appel à tous. Vous ne comprendrez pas nécessairement la grande importance de tout ce que je vous dis, si vous venez de très loin, mais vous allez voir que le résultat final est, lui, extrêmement important. C'est la raison de ce message-là public. C'est encore plus important, c'est important pour tout le monde. Soyez-en certains. Mais c'est plus important encore pour les Québécois, parce qu'actuellement, c'est de ce côté-ci que se sont produits les événements les plus importants. Avant la fin de la conférence, vous allez comprendre qu'au fait qu'il n'y a pas de route au Québec. Le Québec, c'est un groupe de routes là, qui voyage d'est en ouest le long du fleuve Saint-Laurent. Mais il n'y a pas d'axe de route qui mène dans le nord. Il y a des territoires là, de 4 fois la dimension de l'Espagne qui sont absolument vides de routes pour lesquelles il n'y a que les fleuves. Il n'y a que les rivières qui conduisent à cet endroit-là. Même sur Google Earth, quand tu vas sur le logiciel Google Earth, sur lequel tu peux visionner les cartes satellites du monde, le Québec, c'est l'enfant pauvre de la planète. Là, hein. Il y a un seul endroit, en fait, c'est même en Sibérie, ça va mieux que ça. Même au Burkina Faso, ils ont une résolution satellite meilleure que celle du Québec. On a la grosse majorité du territoire est en 75 km, ce qui est pas mieux qu'une carte géographique. Hein, c'est pas mieux qu'une carte géographique. Et il y a certaines zones, par exemple, qui sont explosées. Je regarde comparativement à la France, pour laquelle vous êtes à une résolution de 100 mètres, ce qui est effarant. Et on n'a pas ça au Québec. Hein, il n'y a pas de route, il y a des grands territoires qui sont inondés, de barrages de castors. En fait, c'est ce qu'ils nous disent très souvent. Mais il y a vraiment des grandes zones et des lacs qui sont inondés avec des barrages qui ont été inondés depuis la colonisation ou presque et qui ont été inondés depuis la mise en place des réseaux de barrages électriques au Québec. Hein, vous savez que le Québec et l'hydroélectricité, on est fort là-dessus. Il y a une raison à ça. Et vous allez la comprendre, cette raison-là. Vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'il y a eu des bases militaires hein, qui ont été, depuis les années 50, la guerre froide, les bases militaires, ils ont coupé le dessus de toute une série de montagnes dans l'ouest canadien hein, pour se mettre en face puis faire peur aux Russes. Et ils ont fait ça à de multiples hauteurs. Ils ont fait ça ici au sud, en Estrie, ils ont fait ça dans le nord du Québec. Quand c'est pas ça, c'est les éoliennes, parce que là, ils sont en train de faire la même chose. Ils rabotent le dessus des montagnes pour installer leur éolienne. Et nous autres, innocemment, on comprend pas exactement tout ce que vont être les conséquences de tout ça. Hein. Pourquoi est-ce qu'il y a tellement de territoire au Québec qui est tellement inaccessible? C'est incroyable, en fait. Pour certains, vous le savez, il y a les terres du séminaire. C'est un coffre-fort. Tu rentres pas là qui veut. Hein, c'est avec les clôtures à la porte. Et tellement de territoires dans le Québec qui sont conservés inaccessibles au public, pour laquelle c'est des tirages ou encore l'ami de celui qui a un gros paquet d'argent, qui peut se rendre à ces endroits-là. Il faut comprendre que les terres du séminaire, aujourd'hui, c'est un territoire privé. Donc, qui appartient au Séminaire de Québec, qui est une institution qui provient des Jésuites. Enfin, je ne connais pas tout le détail de ça, mais je sais que c'est cette gang-là. Hein. Vous allez comprendre la raison des conquêtes. Hein, c'est qu'ils nous ont conquis, puis là, ils sont pas dans notre vie. Nous autres, au Québec, ici, on été des conquis hein, par les Anglais. Là. Fait que les Anglais sont venus ici, à un moment donné, ils sont arrivés, toute une gang, corde en rang, avec les habits rouges puis les fusils. Ils pouvaient-tu être plus visibles que ça dans le bois, avec les flèches puis les Indiens, comprenez-vous, là? Fait que là, ils arrivent tout là, corde en rang, puis des canons, puis des mousquets, puis là, ils montent tout en rang, puis pouf, c'est fait. Là, la majorité des guerres au Québec qui font partie de nos livres d'histoire moderne, c'est une gang de gars, des chums ensemble, qui partent pour aller essayer de défendre un peu, pensant qu'ils ont une guerre raisonnable entre les bras, alors que finalement, c'est quelque chose dont ils ne comprennent pas la portée, pas en tout. Mais là, si on a été conquis, ça a été quoi les conséquences des conquêtes, là? Qu'est-ce que ça a laissé? C'est que ça nous a donné de nous conquérir.
si ça ne donne pas de bénéfices. Alors, quels sont les bénéfices? Vous allez comprendre, avant la fin de cette conférence-là, quels sont les bénéfices de cette conquête-là. Vous allez comprendre certains secrets des classes privilégiées. Hein? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Pourquoi est-ce qu'ils sont si bons dans tout ce qu'ils font? Ben, il y a des raisons à ça. Et c'est pas le fait d'être né dans une bonne famille, nécessairement, sinon d'être né dans celle qui connaît les secrets. Hein? Alors, avoir une meilleure compréhension de des anciennes sociétés de la planète, puis des apparences des gens aussi, et des anciens symboles. Pardon. Meilleure compréhension des anciens symboles qu'ils utilisaient. Alors, avant la fin de la conférence, là, on n'ira pas en grande profondeur. Si vous voulez aller en profondeur, allez voir les détails, je vous tiendrai informé. Mais avant la fin de la conférence, là, vous allez tout comprendre ça, puis vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on en arrive là aujourd'hui, et les dangers qui nous guettent, parce que ces sujets-là, même si on pense qu'ils sont anciens, sont en fait extrêmement importants. Les géants. Je ne pourrais pas tout expliquer en quelques minutes. Ceux qui veulent en connaître plus pourront trouver de l'information importante sur mon site dans mon livre. Pour ceux qui ne connaissent pas, je récapitule les hypothèses de départ sur lesquelles tout ça est fondé. C'est basé sur le savoir des anciennes sociétés qui précédaient les nôtres. Ces hypothèses-là ont souvent été vérifiées par leur capacité à démontrer le raisonnement des anciens, et puis elles ont été à l'origine de toutes les découvertes que j'ai faites. D'apparence complexe à nous autres hommes modernes, ces hypothèses-là sont au contraire étroitement associées dans la connaissance des anciens, puis dans l'explication de leur raisonnement. C'est une étape fondamentale à la découverte de l'ancienne Terre, Inc., celle dont il ne nous reste aujourd'hui que l'Australopithèque, le Néandertal, le Romain et nous autres. La première de ces hypothèses-là, c'est que le savoir divin n'a rien à voir avec le bonhomme à barbe. C'est ce qu'on nous montre dans nos religions modernes. Le bonhomme à barbe assis sur un trône, qui juge tout, mais c'est pas le cas. Le savoir divin, c'était une science unifiée qui expliquait le monde, l'univers et le reste par une mécanique complexe, qui mettait en œuvre des forces stellaires régissant entre autres le climat planétaire et le climat vital. Un des outils fondamentaux laissés par l'ancienne société, c'est un système complexe, mathématique, permettant de prédire les variations de ces forces-là, qui a été appelé l'astrologie chaldéenne. Ça n'a rien à voir avec l'astrologie de cirque. L'astrologie chaldéenne a été la mère de toutes les astrologies modernes. Sa découverte a permis l'établissement d'une grande science divine, duquel ont découlé toutes les religions modernes. Au contraire de l'opinion moderne, nos anciens étaient des gens très intelligents, qui possédaient un haut niveau de culture. Tous tenaient cette science-là en haute estime, parce qu'elle fonctionnait. Et tout était basé sur des considérations de savoir divin procurées par l'astrologie chaldéenne. Et ça fonctionne parfaitement. En dépit de mes nombreuses erreurs d'apprentissage, j'ai pu le prouver à de nombreuses reprises. Les tremblements de terre, les orages, les éruptions solaires, le cycle solaire, tout y passe. Il n'y a pas que le climat planétaire, il y a aussi le climat vital, c'est-à-dire la vie. Ces mêmes forces stellaires-là contribuaient à fournir l'énergie nécessaire à toute vie, et les variations affectaient la santé physique et intellectuelle. Bien plus que l'eau, puisque l'eau elle seule ne peut supporter la vie, ou que la lumière, ou la chaleur, qui elle seule n'apporte pas une garantie de vie. L'éther était un mécanisme maître qui coordonnait tous les autres. En assurant les conditions optimales à la création de l'environnement nécessaire à la vie, cette même énergie-là que l'on retrouve dans notre cerveau, qui lui permet de fonctionner, qui fait battre notre cœur, qui assure le meilleur fonctionnement des cellules, l'éther est un interrupteur de qualité de vie. Imaginons, par exemple, qu'une main invisible ajouterait du somnifère, un somnifère léger, dans la source d'approvisionnement d'eau d'un village. Ah, pas beaucoup, juste un peu. Imaginons quelles pourraient être les conséquences. D'une part, les gens du village soumis eux-mêmes à l'influence de cette eau-là ne se rendraient pas compte qu'ils sont un peu plus hébétés, un peu plus hagards à chaque matin. Mais les voisins, eux autres, les voisins de ce village-là, ceux qui ne boivent pas la même eau, eux autres s'en rendraient compte. Se rendraient compte que les gens de ce village-là sont plus hébétés. Tout comme le somnifère léger permettrait de tempérer l'ardeur des habitants du village en un tour de main, l'éther permet de varier la qualité de vie d'une région et celle de ses habitants. Avec les conquêtes et les obligés qui se succèdent, on a perdu l'usage de ce mécanisme-là sur lequel repose cet interrupteur-là de qualité de vie. Deuxième hypothèse, toujours en fonction de cette science divine-là, cette énergie-là à la vie, elle n'est pas distribuée également à la surface de la Terre, puis elle varie en fonction des mêmes mécanismes. Certains endroits en reçoivent beaucoup, puis d'autres en sont démunis, interdisant la vie. On le voit dans les déserts ou dans les pôles. Ce sont des endroits qui ne supportent pas
ou supportent très mal la vie. Les terres dont les variations possédaient cette capacité-là d'accroître ou diminuer la connexion divine, puis la capacité d'entrevoir les choses avec plus ou moins de clairvoyance ou de guidance. Bref, on devenait plus intuitif et on faisait des meilleurs choix de vie qu'il n'aurait été possible de faire autrement. Troisième hypothèse, toujours en fonction de cette science divine-là, cette énergie bénéfique-là n'était reçue que dans les latitudes nordiques et interdisait totalement l'établissement de cités à vocation religieuse à des endroits comme Rome ou Jérusalem moderne. En fait, l'histoire ancienne ne peut exister que si l'Amérique était présente à toutes les époques. La théorie, c'est qu'en 1390, ils ont fermé la navigation à l'Amérique, ils ont censuré pour mieux la découvrir un siècle plus tard sans avoir besoin de la conquérir. La terre du milieu, qui était appelée comme ça parce qu'elle était accessible de tous les côtés, c'était le fameux Vinland, qui n'était autre que la vallée du Saint-Laurent jusqu'aux collines du Maine, qui s'étirait jusqu'au Grand Lac, et qui possédait un climat beaucoup plus chaud que maintenant. Les villes d'origine sont encore toutes là, à l'exception de la véritable Jérusalem, qui avant de disparaître au XVIIe siècle, s'appelait Saint-Jérusalem d'Argenteuil, et est devenue depuis 2 montagnes. En cours de route dans l'histoire, ça s'est appelé aussi Sang Royal, donc on reconnaît là le sang réel d'un occulte francophone, qui est devenu par la suite Mont-Royal et Montréal. En fait, bref, si vos ancêtres étaient ici à la colonisation, puis que vous ne connaissez pas votre généalogie plus de 400 ans, il y a fort à parier que vos ancêtres étaient déjà ici avant la colonisation. Quatrième hypothèse, composer un tel crime n'était pas anodin, ça nécessitait des moyens très puissants. Nous sommes dans une société à 2 classes, à 2 vitesses. Une d'entre elles ne sera jamais plus qu'un rouage ignorant du mécanisme en devenir, alors que l'autre existe et gouverne depuis Babylone antique. Notre société est sous le joug d'une domination, une oligarchie que Platon nous a présentée magistralement dans son texte « L'apologie de la caverne », qui n'est qu'une figure de style permettant de démontrer ce que j'ai appelé la courte vue caractérisée moderne. Au moment où nos pères et nos mères incultes en étaient à s'arracher les ongles pour cultiver un peu de nourriture et éviter à leur famille de mourir de faim, eux autres se séparaient les certificats de possession des terres. Les gouverneurs de l'Ouest sont une famille, puis ils n'occupent jamais d'avant-poste. Ils possèdent l'influence, les richesses et le savoir acquis de leur père, puis ils le transmettront à leurs enfants, tout comme ils transmettent leurs gènes. Cinquième et dernière hypothèse, ce sont les fondations de villes. Une fondation, c'est un groupe de symboles qui appartiennent au langage divin, qui étaient dessinés au sol, en relief, qui était destiné à exprimer au Dieu la soumission à sa parole, et puis la mission de vie, la destinée que ce groupe-là s'était donnée. Toute ville, village, cité possède sa propre fondation. En assurant une plus grande visibilité aux yeux de Dieu, elle visait à accroître cette énergie-là bénéfique qui grandit la communication divine, assure la cohésion du groupe, accroît le support divin à la réalisation de la direction choisie. C'est à New York que j'ai découvert ce qu'était une fondation de ville. Je l'ai appelé comme ça parce que j'ai découvert en même temps que toutes les villes du monde en avaient. Tout ce qui utilise et démontre le support divin se verra accorder l'aide divine en support à ses plans. La fondation, c'est un calendrier métrique, c'est-à-dire qui s'accroît avec le temps, qui est inscrit au sol, qui part d'une pierre de fondation d'origine puis qui se déploie vers l'ouest à raison d'1 yard par année. À tous les ans, il répertorie les événements divins et humains depuis la fondation originale de la cité dans une course qui est augmentée des symboles du zodiaque et d'autres formes géométriques qui servent à en démontrer clairement l'usage. Ce calendrier-là aura donc, le calendrier de ville, par exemple, aura donc, entre autres, comme propriété de montrer la ville depuis sa naissance. Naissance qui n'est pas nécessairement la naissance que nous autres, on entend dans notre histoire, mais qui était la naissance de la fondation originale de la ville. Il existe une hiérarchie des calendriers, de ces calendriers-là, des fondations de ville, puis
du territoire qui repose sur la dimension métrique qui est utilisée par le calendrier, qui laisse apparaître une relation, clairement la naissance que nous autres, on entend dans notre histoire, mais qui était la naissance de la fondation originale de la ville. Il existe une hiérarchie des calendriers, de ces calendriers-là, des fondations de ville, puis du territoire qui repose sur la dimension métrique qui est utilisée par le calendrier, qui laisse apparaître une relation entre sa dimension et celle du territoire. Certains calendriers utilisent le yards, on l'a vu, ou le décayard, c'est-à-dire 10 yards. À chaque année qui passe, ce calendrier-là avancera de 10 yards. Et même, dans certains cas, ce que j'ai appelé les fondations continentales, faute de meilleurs mots, il y en a certaines qui vont démontrer le milliard, le kiloyard. La fondation de ville, c'est généralement érigé en parcours culturel. C'est comme ça qu'on la connaît aujourd'hui, au cœur des cités. Elle peut être accompagnée de multiples fondations secondaires qui appartiennent à des institutions religieuses, scolaires, militaires ou des parcs immobiliers de luxe. Toutes les églises et les temples sont construits en respectant des règles inhérentes aux fondations. La fondation pourrait être comparée à un phare qui permettrait de guider le regard des dieux. Un phare qui serait muni d'un livre de bord qui permettrait de marquer les événements du temps. Ce qui serait un témoignage que les individus qui appartiennent à cette fondation-là possèdent la connaissance divine et la prônent à travers leur groupe. Ils méritent donc toute considération divine. Les fondations de ville ont été au cœur d'une guerre des fondations qui a existé depuis l'époque babylonienne. Une sorte de course au drapeau dans laquelle beaucoup d'efforts ont été et sont encore dépensés à la destruction de la fondation de l'autre en fait de recréer une nouvelle. Les fondations ne sont pas des reliques d'autrefois qui ont été laissées à l'abandon. Elles sont encore constamment rénovées et même renchéries, toujours avec le même respect de la symbolique du langage divin. Aux yeux de Dieu, toute autorité morale possède sa propre fondation. Ça peut être un individu, un groupe d'individus qui ont décidé d'une mission de vie commune, qu'ils auront pris soin d'identifier soigneusement au sol. Puis la population environnante qui ne possède pas de fondation est identifiée à celle de la région. C'est de cette marque-là, celle des fondations, c'est de cette marque-là qu'il est question dans le livre de l'Apocalypse. Entre Dieu et nous, il existe une faune intermédiaire constituée d'êtres éthériques, doués de vie propre, qui sont chargés de mettre à exécution les décisions du divin concernant les humains, mais aussi d'aider au mieux de leurs aptitudes le dessein des habitants de la terre, une tâche que nous occuperons à notre mort selon ces connaissances-là. Derrière cette faune-là, il existe des régulateurs appelés archanges, chargés du bon fonctionnement, une espèce d'administrateur. Puis derrière eux, il y a d'autres classes d'individus encore. Ces demi-dieux peuvent percevoir la signature éthérique sur la terre. C'est un sens qui s'apparente plus au toucher qu'à notre propre vue. C'est une position qui évoque un peu celle de la lecture d'une maquette par le toucher. Par l'intermédiaire d'une fondation qui est un temple, les âmes des défunts sont en mesure de situer la communauté à laquelle ils appartiennent et d'interagir en leur faveur. Pour être efficaces et visibles, les fondations devaient respecter des critères précis. Elles devaient être construites dans la bonne direction, sa dimension devait être déterminante du territoire couvert. Elle devait afficher tout ce qui avait trait à sa mission et à la direction de société choisie. Pour guider les dieux dans leur quête puis leur permettre de repérer l'endroit, la communauté qu'ils doivent favoriser, un seul symbole était nécessaire, c'était l'œil. Cet œil-là n'était autre que le phare qui indique aux aveugles de l'éther l'endroit et les intentions où acheminer les puissances de cet éther-là. Bien au-delà de l'or et du pouvoir, c'est cet œil-là qui a été conquis à coups de meurtre, de génocide et d'exode. Puisque grâce à ce mécanisme-là, il devenait possible de réguler la teneur d'éther dans une population qui n'en connaissait plus les lois du fonctionnement. Grâce à cette lumière-là, la communauté pouvait passer de froide et indolente à dynamique et chaude, et même la vie retrouvait le désir de s'animer.
Aujourd'hui, il est encore possible de dire que tout regroupement d'hommes possédant un peu de stabilité dans le temps possédera une et même plusieurs fondations. Autrement, la vie ne s'accroche pas. Curieusement, les périodes dites civilisées, comme avec les Grecs, les Romains, depuis la période romaine, ils ont été entrecoupées de périodes dans lesquelles les temples ont cessé d'exister, ont disparu. Les temples celtes, par exemple, étaient dits naturels parce qu'élaborés en forêt, sont tous disparus sans qu'on en connaisse vraiment les composantes, sans qu'on sache vraiment ce qu'un tel temple comportait. En fait, les fondations modernes, comme on les connaît dans nos villes, comme il y en a ici à Québec sur la Grande Allée, comme il y en a à Paris sur le boulevard Charles de Gaulle, comme Washington dans le National Mall, qui est cette grande allée symbolique qui est devant le Capitole dans la ville de Washington. Ces fondations-là romaines sont issues de la hiérarchie des Romains. C'est une façon d'organiser le calendrier des fondations pour qu'il démontre une période qui recommence sans arrêt et se répète à courte durée entre des grandes phases de cycle climatique. Ça assure une démonstration exacte des événements, mais dans une échelle totalement différente. Facilité par le cycle des planétaires, le Dieu dont le regard s'élimine par période aperçoit une scène dont l'évolution existe mais au ralenti. Un peu comme celle-là que montrerait par exemple une scène sous la lumière d'un stroboscope. C'est un peu comme si l'enfant de chien de la cour d'école faisait le beau souriant chaque fois que le surveillant se pointe. Rien n'évolue pour le mieux, sinon à ces courts moments où le surveillant regarde. À l'orée de la période romaine, les oligarques ont eu beaucoup à faire pour camoufler la Terre sainte. Chemin faisant, ils ont modifié les perceptions populaires sous les pulsions de diverses philosophies, tout aussi ridicules les unes que les autres, et ils ont causé des travers sociaux dont les effets dévastateurs ont facilité la mise en place de nouvelles religions juste un peu plus débranchées de la réalité que la précédente. Une nouvelle religion qui disposait de nouveaux protocoles, de nouveaux meubles, de nouveaux bâtiments, de nouveaux points de vue, qui garantissaient la mort et l'oubli de la religion précédente, puis de sa façon de faire au plus sacrant. Ce nouveau point de vue-là, qui avait tendance à oblitérer les principes du précédent, finirait par s'ancrer dans l'éducation, puis garantirait que tous rechercheraient avec insistance, précisément là où il ne faut pas, certifiant le secret des secrets, à ceux et seulement à ceux qui en connaissaient la clé. À l'exception de l'oligarchie puis de leurs sbires, qui verront cette révélation-là, celle que je suis en train de vous faire présentement, comme une entaille profonde à leur puissance, aujourd'hui, tous ignorent ce qui suit. Les fondations anciennes existent, elles ont toujours existé là, sous nos yeux. Il n'y avait qu'à regarder les choses selon leur point de vue à eux. Les fondations n'avaient pas comme objet l'adoration des dieux tels que le prônent nos religions modernes avec ses églises et ses mosquées, puisque ceci ne constitue rien de moins que de l'idolâtrie, qui avait été clairement interdit par Dieu lui-même dans les tables de la loi, puis fortement réprouvé par la suite. Le culte du veau d'or. Les fondations visaient à se faire voir par Dieu, puis à obtenir des bénéfices de ce contact-là. Les fondations visaient à se démontrer, à démontrer notre bonne volonté, ce qu'on faisait pour faire grandir la population de notre groupe dans les lois prescrites par le divin. Selon sa demande, ces fondations-là devaient être faites à son image, et elles pourraient alors être animées. Cette image mystérieuse n'avait en fait rien de mystérieux, c'était sa création, son œuvre, les animaux de la forêt, puis aussi son œuvre ultime qui est l'homme. C'était ça que l'homme connaissait de Dieu, les créations de Dieu, les créatures de Dieu, c'était les animaux, la forêt, les hommes. Avant l'idolâtrie, Avant l'idolâtrie, une fondation, c'était une image géante de la communauté puis de ses espoirs collectifs, dont la représentation, symbolisée par un héros du groupe qui portait un attirail caractéristique de la collectivité, était imprimée au sol, du nord au sud. Du sud au nord. Et le visage bien dessiné,
laissait apparaître un œil dirigé vers l'est, le soleil levant, l'endroit dans lequel seront enterrés les morts. Au fur et à mesure du temps, le territoire réclamé à Dieu, situé sous le dessin du héros, du géant, du bonhomme, devrait être amélioré par le passage des générations en attribuant aux différents segments du territoire des caractéristiques qui visaient à accrocher le regard de Dieu, mais cette fois avec des animaux dont la présence était souhaitée, des territoires de chasse, le poisson, le furet, le bison, le cougar, le reptile, les oiseaux, les chiens, les bœufs. Dans les endroits matures, ces grandes représentations sont des mosaïques de représentations beaucoup plus petites, qui symbolisent à leur tour des embranchements communaux qui ont marqué le déroulement et l'évolution des générations. Au fil du temps, l'œil principal se gonfle des dépôts et des nouveaux morts, introduisant au centre de l'œil des découpes de pierre associées au culte et à chacun des morts qui permet de recevoir les fidèles puis de faire les cérémonies, hein, le temple, l'autel, en faisant fortement usage de la navigation, les canaux maritimes entourant les territoires étaient souvent marqués des mêmes représentations, mais en minuscule et à la verticale cette fois-là. Comme un peu l'affiche de l'autoroute le ferait pour nous puis notre automobile. Hein? La 401 à droite, c'était la même chose. Hein? On arrivait sur une rivière principale et là, il y avait un canot qui s'embranchait ou une petite baie dans laquelle on pouvait accoster le canot. Et puis à cet endroit-là, sur la montagne même, il y avait un visage qui était la représentation thématique de cette société-là, le même visage qui était utilisé généralement et marqué dirigé vers l'est, celui dont je parlais précédemment. Dans la génération celte, les druides avaient atteint un savoir incomparable de la nature. Des travaux de pierre et des œuvres de maçonnerie élaborées soulignaient souvent les caractéristiques du territoire. Pour l'œuvre aux morts, ils constituaient auprès de l'œil un jardin dont les espèces d'arbres étaient soigneusement choisies pour leur apparence, vue du ciel, et qui pouvaient avoir des formes d'humains, d'enfants ou d'animaux, vue du ciel. Les sentiers qui parcouraient le territoire étaient saupoudrés l'oxyde de fer qui interdisait la repousse des plantes et qui ajoutait aux caractéristiques de ce géant-là. Ils ajoutaient des monuments, ici et là, aux anciens qui existaient déjà, et poursuivait cette fondation-là, toujours vers l'ouest, fondation du temps. Dans certains cas, toute la terre du territoire était colorée et soulignait la forme du personnage. Beaucoup de ces communautés-là possédaient une histoire de leur groupe ou de celle du monde qui était inscrite sur les parois d'une colline centrale qu'ils entouraient sur un territoire donné. C'est avec les Gaulois, les Druides et les Normands que se sont éteints les derniers temples verticaux, dans lesquels le jardin occupait le centre de la communauté. Il était construit dans un trou emmuré d'une vingtaine de pieds de profond. Dans ce trou-là étaient disposés des jardins entrecoupés de ruisseaux et de passages qui permettaient de se recueillir. Toute la scène était visible de tous puisqu'ils disposaient les monuments de côté pour être visibles des dieux du ciel. À la même période, il apparaît que les Normands utilisaient un accoutrement qui tirait parti d'une ressemblance avec les coutumes de Babylone, représentées dans de nombreuses fondations dans les géants qui étaient représentés partout, qui leur permettaient de tirer parti des fondations babyloniennes et de ces grands géants babyloniens ayant existé une période antique. Au cours de ces périodes, les dimensions des géants sur lesquels reposent les tribus dépassent guère le kilomètre et n'utilisent que peu de relief dans les formes qu'ils représentent. Il en va tout autrement des fondations précédentes. Les Grecs et les Babyloniens, qui s'étirèrent jusqu'à la période gauloise, dessinaient leurs personnages en tirant parti de caractéristiques physiques du territoire pour leur donner du relief. Ils parvenaient ainsi à effectuer de superbes réalisations. Leurs géants, quant à eux, étaient dessinés au colorant et pouvaient s'étirer sur une centaine de kilomètres. Oui, ils parvenaient à tacher leur terre d'une façon encore visible aujourd'hui sur des surfaces atteignant parfois plus de 1000 km². Les Atlantes, les Égyptiens, les Sémites antiques
modifiaient physiquement le territoire pour souligner leur personnage. Ils sculptaient littéralement, ils changeaient le cours des rivières en physiquement le territoire pour souligner leur personnage. Ils sculptaient littéralement, ils changeaient le cours des rivières, engageant parfois des œuvres aux dimensions surprenantes et franchement comparables à ce que notre société elle-même pourrait réaliser avec sa machinerie si le besoin s'en faisait sentir. La civilisation du Mari et celle de la génération précédente, celle de Mu, des générations qui se perdent dans les dédales du temps, tout comme les sociétés qui les ont suivies, ces sociétés réalisaient des fondations. La capacité de ces fondations-là dépassait incontestablement le savoir moderne, puisqu'ils sculptaient des montagnes et des côtes, des rivages pour obtenir des formes désirées. Pas une ou deux montagnes, mais sur de très grands territoires. L'épopée des fondations ne s'arrête pas en si bon chemin, puisqu'à l'époque babylonienne, une nouvelle stratégie de conquête est élaborée faisant la guerre aux fondations, une stratégie qui perdure aujourd'hui. Les fondations étaient effacées ou maquillées à un point où la courbe des formes devient inexistante. Les cimetières des druides étaient brûlés à l'oxyde de fer ou réensemencés par des espèces qui finissent par effacer l'image. Parfois, c'est une grande région qui est dévastée pour atteindre ces fins-là. À d'autres moments, les anciennes fondations animorphes, donc représentant des visages ou des formes animales, sont recouvertes d'un maquillage visant à montrer un animal différent, dont l'œil est situé à un endroit différent. Ces maquillages-là qui utilisent principalement des formes reptiliennes, comme le lézard, le serpent, le dinosaure, le stégosaure, ou des rapaces comme le vautour ou l'aigle, visent à dissimuler l'œil original et possèdent la particularité d'être orientés dans la direction inverse, celle que nous considérons aujourd'hui comme la norme, c'est-à-dire du sud au nord. Le faux dieu, le reptilien, le dieu de l'or, ils sont souvent de simples lignes au sol. Il arrive que parfois ces géants soient de véritables œuvres artistiques, possédant des couleurs et des traits dignes des grands peintres. Et on oublie parfois qu'on est en train de regarder là une image de 10 kilomètres de côté. Alors voici donc les géants. Voici le premier. Je vais vous faire une modification de la couleur. Vous allez pouvoir constater de la différence. Je l'ai appelé le Québécois patriote parce qu'il y a le visage et la tuque des patriotes québécois. La période est plutôt récente. Ça, c'est un signe de rue, c'est-à-dire un emblème de paroisse. Ce n'est pas un insigne aux dieux. Dans cet emblème-là de paroi, il a 250 mètres de haut. Il est composé, c'est un de la génération celte ou après, donc qui a été fait par les druides. On peut voir la couleur en haut qui est assez caractéristique, les arbres de couleur dans le haut de la coiffe qui est assez caractéristique. Dans les dessins que je vais vous montrer, dans tous les cas, évidemment, vous allez pouvoir constater vous-même que les coordonnées sont présentes dans le bas de la diapositive, que l'orientation générale est présente avec la boussole en haut à droite, la distance à laquelle est prise l'image aussi en bas avec l'élévation, et puis l'altitude avec l'altitude de l'œil, pardon, puis l'altitude du dessin qui est l'élévation. À droite complètement, vous allez pouvoir constater qu'il y a le titre que j'ai donné à l'image, parce que j'ai titré celle, du moins que je vous présentais. J'ai titré la période et puis la hauteur. Donc, la majorité des gens pourraient avoir les indications nécessaires à se repérer. Dans tous les cas, à moins d'indications contraires, c'est l'acromie qui a été poussée. Donc, c'est les particularités de la pigmentation qui ont été poussées dans l'image pour permettre de mettre en relief l'image, qu'elle soit plus facile à distinguer pour un œil nouveau. Il n'y a eu aucune manipulation de pixels, aucune retouche de fait sur aucune des images, outre cette poussée dans l'acromie et sur toute l'image. Donc, lorsque je la fais, elle est pratiquée sur toute l'image. Ce n'est pas sectoriel, c'est vraiment l'ensemble de l'image.
Je vous donne la hauteur et l'œil pour que ce soit plus facile à voir. Donc, vous avez un œil angulaire qui est là avec une courbe de visage et la hauteur 250 mètres. Je vous ai dessiné aussi la pipe parce qu'elle est là. On la voit. Elle est distinguable sur l'image, mais elle est difficile à percevoir là, dans un but final. C'est exactement la même pipe que dans le Patriote québécois, qui est une image de Phrygien. C'est la tuque des Phrygiens d'antan. Ce n'est pas différent. Et de la tuque des Phrygiens, on est passé à la tuque des Celtes. Et de la tuque des Celtes, on est passé à celle des Québécois, qui est exactement la même. Je vous ai ici indiqué, ce qui n'est pas très visible nécessairement sur la photo, mais qui dans tous les cas en sont, je vous ai ici indiqué là où il repose, dans ce cas-là, là où il y a des indicateurs supplémentaires, donc des bonhommes supplémentaires qui indiquent des visages supplémentaires qui sont possiblement dans certains cas qui sont des générations sous une égide conductrice. Donc, par exemple, une communauté de mains qui se met ensemble sous un Samson, ben, les communautés de demain vont continuer d'être référées au même Samson. Ils vont avoir leur propre génération, leur propre leader. Donc, ce sont des leaders secondaires. Partout ce qu'on voit encerclé de jaune, ce sont des bonhommes qui ont été ajoutés sur le dessin d'origine, qui diluent évidemment le dessin d'origine, qui le rendent plus difficile à distinguer, mais qui sont composés uniquement d'arbres, comme je vous parlais. C'est vraiment du travail des Celtes. Cette composition-là d'arbres, ils étaient capables de moduler la pousse d'arbre à une hauteur précise et en modulant le terrain sous-jacent, en donnant à ce terrain-là une image en profondeur, les arbres qui composaient un groupe précis allaient plus ou moins pousser parce qu'elle allait plus ou moins avoir d'emprise aux racines pour la terre, allaient plus ou moins pousser. Certains arbres sont vraiment des comparables au visage humain ou au visage d'animaux dans certains cas. Lorsque tu regardes ces arbres-là ou ces groupements d'arbres-là à haute altitude, en fait à quelques centaines de mètres, tu perçois vraiment dans l'arrangement de ces arbres-là la forme d'un visage avec des yeux, des oreilles, des visages qui rient, des visages qui pleurent. Donc, ce sont de gros bouquets d'arbres qui composent ces choses-là. Et avec les essences d'arbres, ces gens-là possédaient une connaissance incomparable de la nature. Ces gens-là étaient capables de composer un visage qui allait perdurer au travers des âges, puisque finalement, les générations d'arbres ne se mélangent pas. La ligne des arbres, lorsqu'elle est constituée, elle ne varie pas beaucoup, à moins d'avoir une espèce prédateur, ce qui n'était pas le cas. Et les arbres ne varient pas beaucoup, donc les dessins demeuraient. Certains sont très récents. Je ne peux pas évaluer à quel point ils le sont, et datent de l'intérieur du dernier 300 ans. On voit, ici je vous indique un œil qui est un œil fantôme. Cet œil-là fantôme a été un œil qui a été positionné par la suite sur le même dessin pour diluer, perdre l'arbre derrière la forêt. Donc j'imagine que cette expression-là peut fort bien venir de cet endroit-là. Perdre l'arbre derrière la forêt, donc perdre l'œil de place. À partir du moment où tu perds l'œil de place, tu ne possèdes plus le repère nécessaire à pouvoir aller à cet endroit-là. Et l'œil était très important. Donc, dans le cas des images odieuses, la perte de l'œil il y avait un grand travail de réaliser pour occasionner la perte de l'œil sans nécessairement corrompre l'ensemble de l'œuvre. Dans le cas des dessins des murales, comme celui-là, l'œil supplémentaire ajouté était plus souvent qu'autrement une déformation d'une image ancienne qui n'était plus utile ou qui devait être effacée pour le nouveau roi ou le nouveau gérant de la place, peu importe. Et l'image était reconstituée à partir de l'image ancienne. Donc, à partir du visage ancien, il reconstituait une nouvelle image. Et ça s'est produit à maintes reprises. Il y a un autre set d'œil à cet endroit-là. Donc, il y a un premier visage, comme on l'a vu en haut, et un deuxième visage qui apparaît ici en bas. On va voir ici un autre visage qui, celui-là, je l'ai appelé le Maya. Je pense que cette fois-là, il est très visible, même sans correction. Lorsque je l'ai fait, elle est assez évidente.
Donc là, le visage maya, c'est un faux visage. Donc les visages mayas, les dessins de crocodiles, les dessins de lézards, à la maya ou aux autres, ont toujours visé, fait partie d'une culture dont les croyances visaient à cacher, ou les croyances ou les gérants, qu'importe, là, avaient comme objet de cacher les fondations d'origine. Donc tous les dessins mayas et la culture maya, olmèque, qui était importée par des olmèques aux Aztèques, aux Mayas, qui était importée par la suite, visait à cacher ces traits-là. Ce dessin-là, 450 mètres, il est constitué d'arbres, il ne tire pas parti du relief. Une très belle image, évidemment, qui est assez visible et au travers des autres. Je l'ai appelé la Slave, période récente, une hauteur de 100 mètres. On voit mieux comme ça ce que ça donne. Les yeux sont à la gauche et il porte une espèce de bandeau sur la tête, attaché sur la tête. Voici l'ours. Période plutôt récente, hauteur de 650 mètres, une longueur de 650 mètres, puisque les deux derniers sont des fondations d'yeux, ne sont pas donc des affichages d'endroits. Je l'ai changé de couleur, j'ai changé la couleur pour qu'on puisse le voir d'une autre façon. Voici celui que j'ai appelé le pirate asiatique. Celui que j'ai appelé le sage. Leonardo da Vinci, qui sait? Possible. Possible. Mais ce n'est pas un bon visage, où il a été redessiné sur un visage de femme. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans la vision de Dieu, la femme était à la gauche de l'homme et le visage était orienté en situation inverse. Alors lorsqu'on voit des couples, la disposition des couples est toujours celle-là. L'homme est à la droite, et là ses pieds au nord et son visage vers le sud, sa tête tournée vers l'est, et la femme est en face de lui, donc elle a la tête tournée vers l'ouest. On voit ici celui que j'ai appelé le mage, une période assez récente, hauteur de 310 mètres. Aussi une image au Dieu. On le voit dans une meilleure couleur là. Voici celui que j'ai appelé l'ogre des Moors. Un bonhomme qui a un chapeau moor, puis qui mange des gens, qui mange ou qui semble manger des humains. En fait, c'est la raison pour laquelle je l'ai appelé l'ogre. Le profil papal, avec ce chapeau, période récente, hauteur 1000 mètres. Assez grand, n'est-ce pas? Retravaillé récemment. Il fait partie d'un secteur qui a été retravaillé, pour lequel les arbres ont été coupés, sauf les arbres inhérents à cette forme-là précise. On va voir d'une meilleure couleur ici. Nostradamus, période du Moyen Âge, parce que faute de mieux, j'ai pas de temps pour le situer. Il tire pas parti du relief, mais il tire parti d'images précédentes. Il est orienté dans une direction relativement bonne qui théoriquement vise le futur. Ce qu'il faut savoir concernant les directions, c'est que la direction pour repérer une image le plus orientée vers Dieu possible est à peu près parfaitement sud. De légères variations, donc au sud, en direction des heures moins, sur une horloge, en direction contre les aiguilles d'une montre, de quelques minutes, une heure, indique un passage, une période plus lointaine dans le temps. Une période comme celle-là, qui est indiquée par le compas en haut à droite, donc le nord est un peu en avance, approximativement d'une heure, une heure et demie, par rapport au sud précis, laisse croire que c'est une image moderne, et ce n'est pas le cas. C'est une vieille image. Alors, vous voyez comme moi le Nostradamus, et je vous le donne l'image corrigée. D'ailleurs, on peut voir autour de cette image-là une multitude d'images. Il y en a énormément qui racontent une histoire. On en reparlera tout à l'heure. Le guerrier normand, période Moyen-Âge, hauteur 900 mètres. L'œil qui voit tout, période récente, hauteur 150 mètres. Pyramide, récente, hauteur 500 mètres. On voit un visage aussi en haut avec un chapeau qui a l'air d'un chapeau moor. Mais hauteur 500 mètres.
On voit un visage aussi en haut avec un chapeau qui a l'air d'un chapeau moire, mais c'est pas certain. Un roi et la grosse reine. Alors à gauche, il y a un roi qui semble être assis, un roi un peu grassouillet qui semble être assis, ou debout. Il a l'air d'avoir deux visages là, qui se superposent, donc il peut être debout aussi. On va le voir un peu mieux sur cette image-là. Il a été refait debout. Et en face de lui, une reine gigantesque qui porte une espèce d'étoile sur la tête. En passant, les dimensions sont d'approximativement 200 mètres de hauteur. Le Phrygien a lunettes parce qu'il semble posséder une paire de lunettes. Sachons que l'invention des lunettes n'est pas quelque chose de moderne, mais date d'il y a très longtemps. Il a un chapeau qui ressemble à s'y méprendre, une tuque qui ressemble à s'y méprendre à celle du Père Noël. Il mesure 500 mètres de haut. L'Asiatique, période plutôt récente, 1000 mètres, mesure 1 km de haut. On voit les traits nettement asiatiques, les yeux qui sont à droite et les traits nettement asiatiques. Voici Au niveau des yeux, je veux parler de diverses particularités. On va voir souvent les yeux de type lézard ou de type... Bon, ces yeux-là, qui ne sont qu'une fente, sont des yeux de corruption. Je ne sais pas trop ce qui a été réalisé sur le site, mais quand on voit ces yeux-là, on n'est pas dans la bonne talle de géant, on est dans la talle de corrompu, notre direction ne sera pas la bonne généralement, ou c'est un visage qui va avoir été contrefait, puis là il faut fouiller pour trouver l'œil d'origine en dessous. Dans les yeux d'origine, il y a eu diverses façons de le faire. Oublions pas que l'œil devait accrocher le regard. Un œil qui nous regarde dans une voiture ou n'importe où, ça accroche beaucoup le regard, c'est dans nos gènes. Évidemment, pour les anciens, la façon de représenter ça, c'est qu'un œil devait accrocher le regard aussi. Alors, diverses techniques ont été mises en place pour avoir des yeux qui accrochent. Dans certains cas, ce sont des lacs avec une île au centre. D'autres cas, ce sont des mini endroits où est-ce que de la pierraille blanche a été mis avec un groupement d'arbres noirs. Dans tous les cas, l'œil est toujours très visible. Il y a même eu ce que j'ai appelé la portion de l'œil minoen, qui est une espèce d'œil qu'on voit complètement sur le côté du visage. Alors, je pourrais vous en montrer des exemples tout à l'heure. Bon, ici, ça a été dessiné sur un autre visage, mais on voit un visage à l'aspect asiatique. La princesse, elle a un voile sur la tête, elle date du Moyen Âge, elle a à peu près 400 mètres. On peut voir la grande courbe de son voile. Le médaillon, qui est une magnifique image qui date du Moyen Âge et qui mesure 600 mètres de haut, sur laquelle on peut voir deux visages, un qui est très beau en haut à droite, qui est typiquement Moyen Âge, et un en bas aussi, mais qui a été modifié ou qu'il a été ajouté un visage d'animal, peut-être un visage de chien par-dessus. Voici l'enfant, période plutôt récente, 600 mètres de haut, une magnifique image, composée d'art toujours. Voici l'Indien, un beau visage avec une parure fantastique sur la tête. Il date de la période du Moyen Âge et il mesure 600 mètres de haut. Les yeux, plus difficiles à percevoir, les yeux sont une encoche à peu près au milieu de l'image, côté gauche. La tête olmèque date du Moyen Âge et elle a 600 mètres de haut. Elle a été appelée ainsi parce que elle évoque certains artefacts olmèques et elle a un style similaire. On peut la voir un peu mieux ici avec l'œil au centre. Le Romain, qui est un individu avec un magnifique chapeau romain sur la tête, ou qui semble, en tout cas, à l'allure romaine sur la tête. Il date du Moyen Âge, ou approximativement, il a 800 mètres de haut. Le Sémite casqué, période ancienne, hauteur 1500 mètres. Une magnifique représentation, un beau visage, avec un casque, mais un casque qui ne rappelle pas les casques anciens. Quand je dis sémite, c'est ce qui semble s'approcher le plus de la représentation, mais elle est très ancienne. Parce que si vous regardez là, il a cet œil minoen-là que je parlais tout à l'heure, complètement sur le côté, on le voit en bas du casque un peu, complètement sur le côté. Et il a une barbe, donc de là, le sémite casqué, faute de meilleur nom.
Les visages sont parfois tellement détaillés, tellement bien faits, tellement bien conçus, que je crois qu'à la longue, avec la quantité de gens qui vont visionner ça, qui vont regarder ça, on va pouvoir retrouver des noms de l'histoire là-dedans. Voici le Sémite, une période plutôt ancienne, avec le petit chapeau attaché rond, qui couvre parfaitement la tête, qui est l'ancêtre de la calotte juive aujourd'hui. 300 mètres de haut. Le Sémite casqué, période ancienne, 800 mètres de haut, qui est une belle œuvre, mais qui a été faite sur un autre visage, puisque là, le visage est à peu près inexistant. Le Phrygien et la bête. Trois visages, puisqu'il y en a un qu'on voit mal dans le haut, c'est trois visages. À gauche, vous avez le Phrygien avec un visage démoniaque qui est mal orienté, soit dit en passant, et qui a probablement été conçu à partir d'un homme et d'une femme. Et à droite, vous avez le visage de l'homme qui a été transformé en un visage de bête. Et là, on se ramasse avec une bête lézardée et le Phrygien avec une drôle d'allure, une allure animale déplaisante qui apparaît sur l'image. Le mastodonte. Un magnifique éléphant avec beaucoup de monde dessus. Période ancienne, 400 mètres. Période ancienne, faute de mieux, je ne suis pas certain. Ah, mais la femme. Dans certains cas, ces dessins-là sont réalisés sur des terrains qui, après, pour différentes raisons, doivent être nettoyés, comme les carrières de pierre, comme les chemins de passage pour les tours d'Hydro-Québec, comme certains lacs, comme nous verrons plus tard, certains lacs qui sont asséchés. Lorsque ceci se produit, les formes d'origine qui ont coloré la Terre continuent de transparaître au travers de la Terre, puis continuent d'être visibles à la surface de la Terre, même quand les couches de surface ont été enlevées. Les œuvres continuent d'être présentes, même lorsque les couches de surface ont été enlevées. On voit ici cette représentation-là, qui a l'air d'un homme et d'une femme. Période récente, hauteur 150 mètres. En voici un autre qui a été prise sur un lac, un petit lac artificiel asséché, un homme et son chien, période plutôt récente, hauteur 30 mètres. En voici une troisième, qui est un visage de la période récente, une hauteur de 100 mètres, dans le fond d'un lac asséché aussi. En voici une magnifique que j'ai appelée l'Égyptien et ses bêtes, l'Égyptien et ses bêtes, qui date de la période ancienne, et qui mesure approximativement 1000 mètres. Mais regardez le détail des animaux qui maintenant apparaissent dans des carrières qui ont été nettoyées. Là, on ne voit que les traces de ce qui reste, en fait. Le lion est un animal magnifique dans ce cas-là. Les détails sont vraiment superbes. On peut voir le chien aussi à droite. En fait, des détails vraiment superbes. Et en prime, cette espèce d'humain qui a une apparence et des caractéristiques égyptiennes qui nous apparaît dans le centre comme un maître avec un grand fouet. L'histoire du monde, une mosaïque qui date de la période ancienne, qui est poursuivie maintenant, qui possède des détails, mais absolument incroyables, et qui, je l'ai intitulé l'histoire du monde parce que beaucoup de ces anciennes sociétés-là ont créé des murales sur lesquelles ils ont écrit l'histoire du monde, qui est l'équivalent de nos livres. À l'époque, ils ne savaient pas écrire, c'était leur façon de faire les choses. Ils faisaient une murale, ils en faisaient une suivante, etc. Beaucoup de dessins modernes, beaucoup de représentations modernes, on l'a vu pour le Phrygien tout à l'heure, beaucoup de représentations modernes, vous allez voir, vont vous évoquer de ces dessins-là vont vous évoquer des dessins modernes. Et je crois qu'ils en proviennent dans certains cas, ou que l'original ayant servi à élaborer le dessin ancien a aussi servi à élaborer un modèle sur papier ou sur papyrus à l'époque. Et dans ce cas-ci, l'histoire est vraiment très développée. Alors, ça constitue, ce qu'on vient de voir, constitue grosso modo une quincaillerie, un éventail des images qu'il est possible de voir, ces images-là qui ne tirent pas vraiment parti du territoire autrement que ici et là une courbe, une ligne ou une ligne de rivière ou une frontière physique quelconque comme un muret ou une muraille.
Donc, ces images-là sont plus souvent qu'autrement composées d'arbres qui sont croisés avec un grand savoir et avec une grande finesse pour donner le résultat final. Et faire apparaître à un endroit un visage caractéristique qui va permettre aux morts de se raccrocher. Comme je l'ai mentionné, les Celtes, les Gaulois avaient atteint une perfection dans cet art, puis je suis persuadé que dans les images que vous allez voir, vous allez en voir de toutes les sortes, ils avaient atteint une perfection dans cet art-là. Ils avaient peut-être développé une génétique particulière d'arbres qui procurait ces effets-là, mais les mélèzes, le chêne, le gui, bon, en fait, j'en oublie, j'en passe. Autant de sortes d'arbres qui, vus du ciel, apportaient des particularités colorées, des particularités imagées d'une scène qu'on arriverait difficilement à dessiner aujourd'hui, tellement elle est belle. Et ce n'est pas un hasard, puisqu'on retrouve ça partout près des yeux. Bon, maintenant que nous avons fait le tour des représentations de surface, on va passer sur celles qui utilisent la pierre. Donc, comme j'ai mentionné, il y a plusieurs générations. La première, c'est vraiment celle pour laquelle il y avait un empilement qui était fait aux limites du territoire, là, qui était un empilement désordonné de pierres qui faisait un remblai à la limite du territoire. On trouve encore au Québec à certains endroits de ces murets-là de pierre. C'est assez répandu. Ça date vraiment de la dernière génération celte avant la nôtre et même des premiers colons, puisqu'il y a beaucoup de premiers colons qui travaillaient aussi comme ça. La génération précédente, eux, dessinaient au sol en mettant la pierre à nu, c'est-à-dire qu'ils vont gratter la mousse, ils vont enlever les arbres, ils vont mettre la pierre, ils vont enlever la terre, ils vont mettre la pierre vraiment à nu pour s'assurer d'avoir l'image qui va perdurer le plus longtemps possible. Parfois, cette image-là, dans beaucoup de cas, je devrais dire, ces images-là tiennent compte du relief d'arrière-plan, c'est-à-dire qu'un visage humain ne sera pas dessiné, il va être dessiné à un endroit où est-ce que, par exemple, un rocher va apporter un relief au niveau du nez, au niveau du visage, mais il n'y aura pas d'énormes modifications. Règle générale, la mise à pierre à nu est utilisée pour raconter des histoires. Donc, il y a beaucoup d'endroits en Abitibi, il y en a sur la Côte-Nord aussi au Québec, qui a des histoires qui sont écrites. On voit des séries interminables de personnages qui sont en diverses actions, qui sont en train de faire diverses actions et qui racontent une histoire. C'est une bande dessinée, c'est la même chose. Si vous voulez le voir, vous pouvez aller voir sur les tours d'Hydro-Québec. Vous allez voir en dessous des tours, là où la résolution le permet, évidemment. Vous allez pouvoir constater sur ces tours-là, là où la terre a été nettoyée des arbres, donc on peut voir le fond de terrain, on va pouvoir constater que c'est une véritable bande dessinée à certains endroits, plus facilement discernable à ces endroits-là, qu'il y a de nombreuses images sont additionnées une à l'autre. C'est plus facile de le voir lorsque c'est sur le cran pierreux que lorsque c'est fait dans les arbres, parce que, évidemment, le cran pierreux va durer plus longtemps. D'autre part, il peinturait le cran pour cette pierre-là, pour ajouter à ce relief-là. Donc la pierre était peinturée de diverses couleurs. On peut en voir une, ici c'en est une, ça. Je l'ai appelé le roi, et il y a des sbires qui sont derrière lui, et c'est de la pierre dénudée, une hauteur de 350 mètres. Là, à partir de maintenant, je ferai plus de transfert de couleur. Vous êtes maintenant capable de discerner les visages. J'ai remplacé les yeux parce qu'il y a parfois plusieurs yeux, puis pour être sûr qu'on voit le même visage, j'ai remplacé les yeux principaux ou ceux qui m'apparaissent principaux avec une petite croix jaune qui permet à tous d'orienter le visage. Alors, c'est un visage qui n'est pas dans la bonne orientation. En théorie, ses yeux devraient être l'autre côté du personnage pour être dans la bonne orientation. Et le personnage devrait être théoriquement complètement de haut en bas. En fait, la tête devrait être en bas. La tête du personnage devrait être en bas. Je l'ai appelée la femme, car c'est une femme qui a été déguisée. On voit qu'il y a un premier visage là où les signes ont été placés, mais qu'il y a un autre visage qui apparaît par... La femme, car c'est une femme qui a été déguisée. On voit qu'il y a un premier visage là où les signes ont été placés, mais qu'il y a un autre visage qui apparaît par derrière. Mais le visage d'origine, le visage d'origine
le mieux dessiné est celui que je vous montre avec les yeux. Et la période ancienne est d'une hauteur de 350 mètres quand même. C'est un insigne odieux, ce n'est pas un symbole d'accès, c'est vraiment un signe odieux. Faux visage homme et femme Marie, donc là-dessus il y a deux visages. On voit à droite, il y a une petite croix à droite qui est seule. Ça c'est le visage avec la tuque Marie, donc il y a une génération intermédiaire avec les Phrygiens. La même tuque ou des tuques similaires semblent avoir été conservées. À gauche, il y a le relief de la femme qui tire toutes les deux parties d'une rivière. Donc, lorsqu'on parle de l'homme, il y a le profil d'homme à droite toujours, le profil de la femme toujours à gauche. Et dans ce cas-là, on voit plusieurs yeux. On voit un premier œil qui a été fait, dans le cas non pas de la femme, pardon, mais dans le cas de l'homme, on voit un premier œil qui est fait, un premier œil qui est directement sous le signe. Il y en a un autre immédiatement un petit peu plus haut. Il y en a un autre encore plus haut. Il y en a un autre juste un peu plus bas. Pour les gens qui, eux autres, venaient référer, qui étaient parfois des grands voyageurs, qui venaient référer, ou lorsque la scène avait entièrement été détruite, même si l'essence des arbres allait repousser, ça ne permettait plus de retrouver le bon Dieu, hein, la bonne place, la place où est-ce que la vision pouvait être à son maximum. Ce sont des visages qui tirent partiellement parti du relief sous-jacent, mais ce sont de faux visages, parce que on voit l'orientation actuellement, ils sont tête au nord, et alors ce sont des visages qui tirent parti de caractéristiques appartenant à d'autres visages, mais eux autres orientés dans la bonne direction. Hommes et femmes transportent... c'est un pauvre d'esprit, pour lequel on voit les deux grandes croix, les deux grands signes approximativement au milieu, montrent une bouche et puis une langue sort un peu, un visage débilité. Mais ce visage-là, lui, a été composé, a été rajouté, a servi à déguiser deux autres visages qui étaient là précédemment, qui apparaissent juste au-dessus, qui étaient deux corps, pas deux visages, mais qui étaient deux corps, pour lesquels on voit les yeux de chacun de ces deux visages-là. Période ancienne, hauteur 1300 mètres. Le Maya. Tous vont reconnaître le visage typique de l'Indien Maya qu'on a vu dans nombre de représentations, mais je me demande si c'est pas Tintin qui a une de ces représentations-là sur son livre. On voit les deux yeux du Maya, on voit la période est ancienne, c'est 800 mètres. Quand je dis que la période est ancienne, ça peut être venu au-delà de la période moderne, donc on peut parler jusqu'à 400, 500, 600 peut-être après Jésus-Christ, mais là il y a le calendrier moderne et le calendrier que j'ai utilisé pour comprendre les mécaniques ne fonctionnent pas ensemble, donc il y aurait vraiment une refonte de calendrier à faire pour comprendre comment ça marche, puis une grande explication à donner, parce que les calendriers c'est vraiment un asile. Le guerrier Olmec, tous connaissent, ceux qui ont vu des représentations de l'histoire, connaissent ce visage-là, qui est apparu dans les sociétés qui étaient dit un guerrier Olmec, exactement tel quel. On voit la croix ou l'œil, la portion avant du visage a été déguisée, c'est comme un chien qui a été rajouté par-dessus. La période est ancienne, 400 mètres de haut. La sorcière en cape. Une œuvre magnifique. D'ailleurs, toute l'œuvre est magnifique. Là, on voit que la portion la plus visible, mais toute l'œuvre est magnifique, qui est réalisée avec une découpe du rivage pour faire une forme précise, adéquate, et le reste, c'est de l'eau, c'est le lac. Une très belle œuvre. Une période ancienne, puisque là, on passe à la découpe des rivages, puis à la découpe des côtes. Une longueur de 2,4 km, 2400 mètres. Une magnifique œuvre. Une autre magnifique œuvre, je l'ai appelée Le Salve et le Castor. C'est un magnifique bonhomme avec un gros chapeau de castor, un nez très plat comme les Slaves, et un profil de visage un peu slave. Mais c'est un faux dieu, puisqu'il a été réappliqué par la suite.
La période n'est peut-être pas si ancienne, une période qui n'est pas si ancienne que ça, hauteur de 800 mètres. Les Babyloniens, on voit ici 3 personnages côte à côte, dont j'ai pointé les yeux. Ce sont des Babyloniens, ils sont habillés en Babyloniens. Période ancienne, ils mesurent 1,5 km de haut. Le visage asiatique, période ancienne, 750 mètres de haut. Là, on commence à voir des formes qui ont été modulées, préparées, qui ont été traitées pour profiler un visage précis. De plus en plus, on va en voir. Actuellement, c'est pas certain que c'est le dernier visage en liste. C'est le premier visage en liste, pardon, mais on est peut-être le plus facile à voir d'une longue série de visages. Le Maya, alors on parle d'une période ancienne et on parle d'une longueur de 2 km, donc ce qui est quand même très grand. On parle ici je l'ai appelé visage Marie, faute de meilleur nom, période très ancienne, une longueur d'approximativement 1300 mètres, mais on voit qu'il y a eu des déformations occasionnées par d'autres visages qui ont été appuyés dessus, qui ont été travaillés dessus, donc il est assez difficile à voir. Mais c'est un beau visage. Visage. Alors on voit ici 2 visages, période très ancienne, 3 km de haut, avec les yeux toujours bien disposés, aux bonnes places. Je l'ai appelé visage Olmec, période très ancienne, 1300 mètres. Ce n'est pas de la période Olmec. Visage Chémite, période très ancienne, longueur de 3500 mètres. C'est un profil, on peut voir l'œil de côté. Près de la femme en cape de tout à l'heure, une autre œuvre qui est absolument magnifique. Elle a appelé l'enfant regardant sa mère nue. On peut voir une femme devant elle est dessinée dans un lac, mais qui apparaît être comme dans une salle de bain ou une salle d'eau avec un miroir. Et un jeune enfant aux côtés qui la regarde. La mère est nue parce qu'on lui voit derrière, on lui voit le derrière, on lui voit la craque des fesses. Période très ancienne. C'est vraiment de toute beauté. Si vous avez la chance d'aller voir cette œuvre-là, il y a de beaux dessins, c'est magnifique. Une longueur de 1,4 km. Le grec, un visage de profil, un quart. La période ancienne, 800 mètres, couché de côté, on le voit les yeux vers le haut. Couché de côté, c'est un original dans la bonne direction. Personnage Marie, toujours de la même génération, donc la génération que moi j'ai qualifiée d'après-mu. La période très ancienne, longueur 840 mètres, un beau visage. Le sémite asiatique, ceux qui ont la mémoire du visuel ont vu à bien des endroits ces anciens guerriers, ces mythes asiatiques, ces représentations-là d'anciens guerriers, ces mythes asiatiques qui parcouraient le désert, la période ancienne, 2,4 km. Belle œuvre, magnifique. La famille Marie sur Moai, une autre œuvre magnifique, est un médaillon avec lequel on voit 2 adultes et 2 enfants. On voit toutes sortes de visages, qui est vraiment une belle grande famille, une hauteur de 1700 mètres, un relief élaboré, vraiment creusé, une image à Dieu absolument magnifique. Il n'est pas tout à fait dans la bonne direction, par exemple. Hommes et femmes avec dentelle, période ancienne, hauteur 2400 mètres. Alors, ce sont des images à Dieu, dans ce cas-là, évidemment, toutes les images qui dépassent 1 kilomètre, ce sont des images à Dieu. On peut voir le manteau de la femme qui possède une dentelle, qui possède ce qui a simulé une dentelle jusqu'en bas, qui semble être une facture qui est probablement de la fin du Moyen-Âge. Le visage Marie, période très ancienne, hauteur 800 mètres. La loutre, période très ancienne, longueur 1500 mètres. Le Moai avec trident, période très ancienne, longueur 1600 mètres. Je retiens 2 choses dans cette image-là. Évidemment, il y a beaucoup plus de figures que celles que j'ai marquées. Je voulais marquer le Moai parce qu'on date vraiment de la période de Mu. Et on va commencer à avoir des visages de plus en plus anciens et qui ressemblent de plus en plus
au visage abrupt, là, au visage typique des Moaïs de la Polynésie, de l'île de Pâques. Autre chose qu'on doit remarquer sur ce dessin-là, c'est le trident, qui est un trident qui est le trident des Indes aujourd'hui, qui n'est pas le trident américain, qui est le trident des Indes d'aujourd'hui. Que ce trident-là, on peut apercevoir des signes un peu autour. Ma prétention, et puis c'est bon, en fait, il y a une lectrice assidue qui m'est approchée l'autre fois avec la description de poussins qui permettait qui était derrière un de ces tableaux, et on y retrouve des signes similaires dans une image qui ressemble à celle du Québec. Alors, mon impression à ce moment-ci est que le signe de trident que l'on voit là fait partie de l'adresse de l'endroit, fait partie de l'adressage de l'endroit, et chacun des territoires ou des grands territoires ou des civilisations qui ont existé à cette génération-là avaient un tel adressage sur leur territoire aux dieux, oui sûrement, mais bon, avaient cet adressage-là. Je l'ai appelé le babylonien, qui est l'animal babylonien, qui n'est pas le visage, mais avec le chapeau babylonien typique, c'est très ancien, on parle de 1200 mètres. Le Moai, période très ancienne, longueur 1500 mètres. Le visage indien, une tête phrygienne et la goule de tout à l'heure, qui sont les trois visages. Maintenant, le visage indien, lui, est dans la pierre. Il possède deux yeux, il est très bien dessiné. Donc là, on parle d'Indiens qui ne sont pas les Indiens modernes, qui ne sont pas les Mayas d'une partie de l'histoire, parce que les Mayas d'une partie de l'histoire étaient un regroupement d'Indiens qui a été nocif à l'homme blanc. Mais que par la suite, ils sont revenus un peu dans le giron des amis pas des gentils, mais de l'autre gang, la gang de gens du peuple. Et à cette époque-là, ils possédaient une puissance suffisante ou une connaissance suffisante pour réaliser de très grandes œuvres comme celui-là. Ces mythes en oiseaux qui chuchotent à l'homme couché. Période très ancienne. 1 kilomètre. On voit à gauche un visage sémite sur un profil d'oiseau, qui était probablement un oiseau à l'origine, mais sur un profil d'oiseau. Parce que ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'histoire, le profil d'oiseau était... La colombe, c'est ce qui venait chuchoter à l'homme durant la nuit. Alors là, durant ses rêves, hein, durant la vague mystique pour laquelle l'homme communique avec Dieu. Et là, on voit à gauche le profil sémite sur un corps d'oiseau qui est en train de s'adresser à droite à l'homme sémite et à un autre visage entre les deux dont j'arrive pas à distinguer les traits, qui est une représentation d'origine, soit dit en passant. Sargon et Moai, une belle combinaison. Sargon est dessiné à gauche, on le voit avec sa grande barbe, les deux yeux. À droite, on a un visage typique de la génération, en fait, précédant Marie. Les Maries, je dirais, mais un visage typique de la génération des Moai. Presque un quasi-Bouddha, un quasi-visage de Bouddha, tel qu'on en voit sur les statues asiatiques aujourd'hui. Longueur 800 mètres, période très ancienne. En fait, 2 générations. Couple sémite sur Marie s'embrassant. On l'a vu tout à l'heure dans les images, mais évidemment, la découpe des lacs était importante. Alors c'est pour ça que je l'ai mis à cet endroit-là. La période très ancienne. On parle d'une longueur de 1800 mètres, approximativement. Homme, femme et chien. Un magnifique visage d'homme. Le chien est juste entre les deux et la femme est en bas, dont un des yeux et un des yeux est constitué par le lac. Période très ancienne, 3000 mètres, une tête de Père Noël, en fait, c'est vraiment une tête de Père Noël. Famille, période très ancienne, 3000 mètres, une tête de Père Noël, en fait, c'est vraiment une tête de Père Noël. Famille Marie, période très ancienne, longueur 3200 mètres. Magnifique travail. Qui nous apparaît brut aujourd'hui, on ne voit plus. Beaucoup de
Beaucoup de détails ont été effacés par les générations qui ont suivi. Mais c'est un magnifique travail. On peut apercevoir juste comme ça, si vous cherchez les yeux du regard, vous pouvez apercevoir 20-25 visages autour de ces quelques grandes formes-là. Ce qui rend difficile la détection des visages, c'est un peu ce phénomène-là, du fait qu'une forme donnée va être constituée de 1001 formes humaines qui sont emboîtées une dans l'autre pour donner cette grande courbe-là. Un roi sémite à main levée, période très ancienne, magnifique travail encore, pour laquelle une longueur de 4 km. Un visage Marie, période très ancienne, longueur 4,5 km. Étonnant, n'est-ce pas, les dimensions? On voit les visages féminins encore à gauche et il y a différents yeux, donc je les ai tous notés pour que les gens puissent les voir. Beaucoup de visages, période très ancienne, 10 km. Beaucoup de visages. Encore ici, c'est une autre fresque, une scène Moai. Là, on perçoit, il y a deux grands visages avec des gros yeux, donc une forme complète à gauche et un profil à droite, avec les grands yeux. Et de ce grand visage-là, il est constitué d'une tonne de minuscules visages. Mais on est dans la période mue, très ancienne, 2400 mètres. Guerrier Olmec, c'est faux. Mais il n'y a pas de comparable. C'est peut-être un guerrier sémite du même type que tout à l'heure. Période ancienne, 14 km. Moai, période très ancienne, 12 km. Une magnifique œuvre. Famille Moai avec livre. On parle peut-être d'un tribut à Moïse. On parle peut-être d'un tribut à Moïse qui a été redessiné. On sait que les livres de loi n'arrivaient pas tout nouveau à ce moment-là. Il y en avait eu auparavant. Donc on parle peut-être de cette même scène-là qui a marqué les âges et qui nous autres a marqué notre génération, nous autres, avec un livre entre les mains, un enfant, enfin de deux personnages, un livre entre les mains et un enfant, 2400 mètres. Un magnifique visage phrygien. Période très ancienne, 1500 mètres. Juste surimposé sur le dessus. Jules César. C'est le meilleur nom que j'ai pu trouver. C'est sûrement un visage romain. Il possède les caractéristiques. La période est ancienne. Longueur 1500 mètres. On peut voir en dessous maintenant l'autre visage phrygien tout à l'heure. Tout près, enfant phrygien, comment l'appeler autrement, dont le menton et la base du visage disparaissent sous la rivière. Une hauteur de 600 mètres, un travail magnifique. Démon sur Moai, je sais pas comment appeler ça, une espèce de bête, on y voit 4 yeux, très ancienne, très vieille. On a vu ça dans des films, on a vu ça, cette bête-là, dans un film quelconque, tiré probablement d'une représentation ancienne. Longueur 1 km. Voici quelque chose de magnifique. Le lionceau de Baie-Sainte-Catherine sous la mer, période très ancienne, 11,8 km. Une œuvre vraiment fantastique, avec des détails incroyables, qui est située à quelques pas des autres monuments hors eau que j'avais trouvés de période très ancienne, si vous vous souvenez, dans un des anciens documents que j'avais transmis. Des anciennes cités qui sont généralement construites dans un même géant, pour lequel l'œil va être le temple de la cité, pour lequel les murs vont constituer un de ces personnages-là. Donc on peut en voir deux ici, là, deux endroits complètement différents. Mais à partir du moment où vous connaissez le principe des yeux, les cités sont faciles à retrouver. C'est pas très compliqué. C'est juste de se mettre dans la bonne disposition, de faire de la bonne façon. Et on peut retrouver les cités. Il n'y en a pas partout. Il faut comprendre que de ces géants-là qui étaient peut-être plutôt agraires, et qu'il y en a d'autres qui, eux autres, développaient des sociétés civilisées. Donc, parfois, on va trouver des cités. Dans d'autres cas, les cités ont été complètement détruites. On ne les retrouve plus. Terre du lac Séminaire au Québec. Une transformation continue tout le temps. Il y a vraiment un sarclage très évident pour conserver des visages, en effacer d'autres, en faire disparaître, en ressemer, en reprononcer. Bref, c'est une mosaïque du monde qui est là. Et
le petit détail devra être analysé un jour. Il y a des choses là-dedans qui sont assez impressionnantes. On voit des visages qui sont très bien détaillés, qui vont peut-être permettre de les reconnaître, mais on voit des choses très particulières à cet endroit. Avec le temps et à force d'efforts, je suis parvenu à entrer sur quelques-uns de ces sites. Voici donc quelques-uns des artefacts qui m'ont été donnés de trouver que je peux vous montrer maintenant. On peut voir, ici à gauche, une grande statue qui a été tirée sur le côté puis qui est encore partiellement enterrée sous les déblais de terre. Pardon. À droite, on a une statue, la statue phrygienne. Le rang d'en bas, la rangée d'en bas, à gauche, on a une de ces têtes de serpent. À droite, on peut voir de la couleur qui était appliquée, puis on peut voir une portion de visage encore visible au centre de la pierre. Les images de gauche en bas, puis de droite en bas, sont claires. C'est du travail humain. C'est pas des cailloux qui ont été usés par de l'eau. Ça n'a pas d'allure, ça. Sur un autre site, à gauche, j'avais une statue qui était ajoutée en plâtre en relief sur les pierres d'origine qui faisaient le tour. À droite, vous voyez la gravure qui est là, l'image, le visage. En bas à gauche et en bas à droite proviennent d'un hôtel, là où était l'hôtel. Pardon. Voici encore des exemples de couleurs, puis des pierres, de la gravure des pierres. En bas, à gauche, particularité, la terre cuite. La pierre qui faisait le tour du site, ou en tout cas le tour du temple, le tour de l'esplanade principale, était vitrifiée. C'est un exemple de cette vitrification-là. Voici ici sur la rivière Montmorency, à Beauport, en plein cœur de la ville, de l'autre côté de l'île Enchanteresse, une gigantesque pierre, tête de serpent, qui doit peser plusieurs tonnes, je n'en ai aucune idée, qui doit peser plusieurs tonnes, avec exactement les encavures dont je parlais à la base. On les voit ici à la base de la tête, et on les voit moins, ils sont de l'autre côté, mais les deux pour les yeux et deux pour les narines. L'image d'en bas est un gros médaillon dont je n'ai pas pu photographier le visage, qui est en pierre sculptée, toujours au même endroit. L'image de droite aussi, toujours au même endroit. Ici, ce sont les pierres de la rivière. Vous devez comprendre, cette représentation-là mesure probablement 25 pieds de profond par 100 pieds de large. Donc, pour quelqu'un qui est au sol, elle est extrêmement difficile à voir. Mais là, quand vous savez que c'est un visage, on voit parfaitement la tête du lion Maya à gauche, on voit les individus. Quand vous allez sur ce site-là, puis vous allez voir comment ça a été fait, vous apercevez évidemment que toute la fin détail a été arrachée sur place. Il ne reste que les grandes formes. Tout a été arraché. Nous voici maintenant au mont Chaudron en Abitibi, la cité d'Arca. Ce qui a été intéressant, c'est qu'à force de travail, à force de recherche, avec l'analyse des photos, il a été possible de découvrir que dans la montagne, si vous voyez dans cette montagne-là, qui est un mont tout de granit, à la gauche complètement, presque en haut de la photo, on voit des ronds ou des encavures de creusés dans la paroi rocheuse. Avec le travail sur les fondations, ça m'a permis de comprendre qu'évidemment, c'était fréquent et qu'on le voyait partout. C'est un visage qui est dessiné dans la montagne, un visage qui a une vingtaine de mètres de haut, dont je vous ai reproduit les traits sur cette diapositive. Vous voyez grossièrement quels étaient ce visage-là. Ce qui est le plus intéressant, c'est sa couronne, avec les yeux de serpent. Ça découle de l'Empire babylonien. Et les yeux de serpent étaient justement, parce qu'ils ont voulu corrompre les fondations, ils se sont mis à dessiner des yeux de serpent partout. Les yeux de serpent, tout comme les gens cherchent à copier un peu ce qu'était leur héros, eux s'étaient donné des apparats qui ressemblaient à ces nouveaux dieux, puisqu'il n'était plus possible de voir les autres
auparavant, il ne restait plus que les nouveaux dieux. Donc, cette couronne avec 2 yeux de serpent et les 6 petits serpents à l'avant est typique d'une époque. On la retrouve à certains endroits dans les vieux artefacts en Amérique du Nord. Donc, c'est typique d'un endroit et d'une génération qui est l'après-Babylone. En fouillant encore plus sur la montagne, il était possible de se rendre compte que ce visage-là n'était pas unique, mais qu'en fait, il faisait partie d'un ensemble. Tout qu'un ensemble. La montagne a été dégangée, une gangue de pierres a été arrachée de la montagne au fur et à mesure que les sculptures étaient réalisées. Il a été possible de découvrir le fondement d'une vingtaine de ces visages-là, qui sont creusés de 2, parfois 3 pieds pour ce qu'on peut apercevoir dans la montagne. Et il y avait en dessous une rampe sur laquelle étaient accrochées des statues avec les têtes de reptiles, les têtes de rapaces, les têtes de jaguars, dépendamment des générations, mais dans les générations de conquérants, c'était les statues utilisées, et de gigantesques têtes qui étaient accrochées à même cette rampe. Cette rampe montait en 2 directions pour se rendre jusque sur le dessus, en 2 directions différentes, pour finir par aboutir à droite complètement en haut, sur le dessus de la montagne, où il y avait un château. Sur l'autre face de la montagne, même sans avoir ajouté les détails, les caractéristiques, vous pouvez voir un petit peu déjà les dessins, ce que ça donne. Sur l'autre face de la montagne, là, c'est à ces endroits-là qu'il était possible de repérer des représentations. Lorsque la rampe était complétée, voici à peu près ce que ça donnait. Donc là, la rampe d'en bas permettait de se rendre jusqu'à gauche, où là, on pouvait changer de rampe et continuer au sommet de la montagne en refaisant un tour et en passant ici en face et en dessous de toutes les représentations des dieux de la place. Voilà qu'arrive une nouvelle génération, qu'eux autres sont plus aussi bons, ils n'ont plus la rampe d'origine pour corriger, puis là, ça, c'est plus leur dieu. Fait qu'ils décident de détruire les dieux en place, mais ils sont pas capables de se rendre assez haut. Fait que là, ils limitent la hauteur à laquelle ils travaillent. Puis là, ils redessinent leurs dieux à eux autres, les ronds jaunes. Ils les gravent dans la paroi. Puis ils détruisent le plus qu'ils peuvent la gang des géants. Ils l'enlèvent le plus qu'ils peuvent parce qu'évidemment, ils veulent tirer parti de tout ça. Les rampes ont été jetées au sol. Il reste plus que des débris. Vous pouvez voir d'ailleurs à gauche ici dans cette image-là, la pile de débris qui est là est celle qui est située au bas de la montagne. En plein milieu, l'an passé, je vous ai fait voir de... Excusez-moi. L'an passé, je vous ai fait voir sur le document Les Archaïques un pied de géant et une tête de serpent qui mesurait 3 mètres ou à peu près. Dans le même ordre des choses, au centre de cette image-là, ici, en une pièce, il y a une tête d'alligator qui est absolument gigantesque, qui fait 3 mètres de long par 2 mètres de large. La pièce qui est là au centre, c'est une pièce unique, qui est colorée, qui a de la couleur encore dessus un peu partout. Sur ce même site-là, qui mesure une centaine de kilomètres carrés, on trouve des choses absolument formidables. À droite, vous avez des têtes de serpents, telles que je les ai trouvées, telles que la tête de serpent que je vous ai montrée l'an passé. En haut, c'est une des têtes de serpent qui avance dans l'eau, qui sert de quai et qui s'avance dans l'eau. C'est du travail vraiment magnifique. La tête de serpent qui est au centre, à droite, est la grosseur d'un réfrigérateur. C'est gigantesque. Elles ont toutes les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire qu'elles ont les encavures pour les yeux, les encavures pour le nez, tête un peu triangulaire, et une encavure de positionnement à la base de la tête pour permettre de l'insérer sur un socle. Et là, pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé, c'est une encavure de positionnement à la base de la tête pour permettre de l'insérer sur un socle. Et là, pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé, c'est que pour éviter que tout ça soit découvert, il semble qu'à la colonisation, ou depuis la colonisation de cette région-là, l'Abitibi-Témiscamingue, un groupe de gens se soit dédié à effacer les traces de tout ça, puisque
toutes les têtes des statues représentant les dieux et les démons d'Arca, ces gigantesques statues-là en forme de tête de serpent ou en forme de tête de faucon ou en forme de tête d'alligator, ont tous été, ce sont des grosses pierres, hein, des pierres imposantes, de la grosseur d'une demi-voiture par exemple, ou parfois même d'une très petite voiture comme une Mini-Austin pour nous donner une idée. Toutes ces pierres-là ont été prises. Il ne faut pas oublier que nous sommes là à la frontière de l'Ontario. Nous sommes à 2 kilomètres à peine de la frontière de l'Ontario et du Québec. Toutes ces pierres-là ont été prises du site d'Arca et ont été jetées, distancées d'Arca d'une quinzaine de kilomètres pour être jetées dans un lac du côté ontarien. Alors, lorsqu'on se rend à ce lac-là, qui est sur le même site toujours, mais une dizaine de kilomètres plus loin, on peut retrouver toutes ces têtes-là qui ont été jetées pêle-mêle dans le site, et certaines ont été utilisées pour faire des quais de bateaux. C'est vraiment impressionnant. Dans la même région, on peut apercevoir à gauche, en bas, une espèce de petite tortue qui est comme un tabouret, tout de pierre sculptée. À droite, en bas, un foyer de pierre comme les archaïques en faisaient. Et en haut, les murs des demeures. Vous vous rappelez les murs des demeures des cités mayas quand ils les redécouvraient dans la forêt, hein? C'est un état de délabrement similaire. Tout le monde prend ça pour un tas de cailloux. J'en reviens pas. C'est des murs, il y a des fenêtres dedans. Tout le monde prend ça pour des tas de cailloux. Ça a vraiment l'air d'un tas de cailloux. On dit qu'ils taillaient les rives, ben oui. On voit ici en haut l'exemple des tailles de la pierre. Ils utilisaient un principe, j'en ai parlé dans l'énergie libre, en fait je ne travaille que là-dessus depuis quelques années maintenant. Dans l'énergie libre, la question, le principe Scharberger, le principe des tourbillons, ils avaient découvert une façon de tirer un bien meilleur parti de l'eau d'écoulement et ils construisaient des turbines particulières un peu partout, là où ils avaient besoin d'en avoir, et de ça ils tiraient une énergie. Comment ils en arrivaient à faire la coupe, et coupe qu'ils ne devaient pas utiliser de fer parce que le fer s'oxydait, et l'oxydation de fer était vraiment pas la bienvenue sur ces sites-là, donc elle corrompait tout. Fait que pour eux autres, le fer n'était pas bienvenu. Le cuivre, un cuivre trempé, sur ces parois-là apparaissent certains dessins qui ont été aussi décapités. Vous en voyez un en bas là, qui a l'air d'une espèce de croix ou un W quelconque. À vue d'oiseau, ça, c'est les fondations qu'eux autres étaient capables de faire. Eux autres, je les ai traités en couleur pour vous le montrer. Il y a à gauche un loup, une espèce de furet, 2 lézards qui se chicanent, un morceau de viande ou une mode de quelque chose qui ne fait pas partie d'aucun dessin. J'ai choisi de la colorer en rouge. Mais toutes les œuvres qu'ils ont faites sont absolument merveilleuses. Un détail, une finition, une difficulté à comprendre comment est-ce que les yeux peuvent autant ressortir dans une image qui est prise à 2 ou 3 kilomètres, alors que quand tu arrives sur place, tu vois pas vraiment qu'est-ce qu'il y en est. Avec le temps et à force d'effort, je suis parvenu à entrer sur quelques-uns de ces sites. Voici donc quelques-uns des artefacts qui m'ont été donnés de trouver que je peux vous montrer maintenant. Alors, une première pierre, ce caillou-là n'est pas très vieux. Il a été travaillé il y a entre 1500 et 800 ans. Il date de la période de la domination aztèque de l'ensemble de l'Amérique, incluant le Nord. Et ils laissent entrevoir un peu leur méthode de fabrication. Donc, eux autres n'étaient pas des travailleurs de pierre dans le fondement de la pierre, mais c'est-à-dire travailler un stucco. Et ce stucco-là, ils l'appliquaient sur la pierre qui était déjà en place. Il est possible de s'apercevoir que cette pierre-là existait déjà, car au fond des orbites des yeux, comme vous allez pouvoir le voir sur cette pierre-là ici, il y a un petit bonhomme de dessiné. Et ça, c'est une pièce de stucco qui a été placée
à l'endroit d'un œil. Donc cet œil-là laissait voir un visage sur le dessus, imprimé avec de la couleur, et à l'arrière laissait voir une forme de bonhomme. C'était le bonhomme qui était déjà dessiné à l'intérieur des yeux de la génération précédente. Donc ils ont camouflé en mettant un stucco. C'était pas dans les temples, ces pierres-là. Ces pierres-là ont été retrouvées sur les murs extérieurs. Donc c'était vraiment des pierres d'apparat de loin. C'était pas quelque chose qui était le précieux luxe qui devait être possible de retrouver dans les temples. Quoi qu'il en soit, cette pierre-là laisse entrevoir des visages sur à peu près toutes les faces, des visages qui sont parfois mal définis. On en voit un ici, on voit un visage ici un peu, avec les yeux ici. On en voit un autre de ce côté-là, on voit le jaguar typique des Aztèques, donc avec l'oreille et le visage un peu carré, exactement comme on retrouve en Amérique centrale, au Mexique, avec l'œil ici en avant. Donc, c'était la forme du jaguar. Donc, il était possible de retrouver ces formes-là. Ça, les formes aussi d'alligator, de serpent. On voit ici encore du ciment qui a été travaillé pour donner une forme de visage. Dans ce cas-là, c'est une forme reptilienne, un serpent avec les deux yeux. Il faut avouer que c'est un travail brut, là, mais deux yeux avec un nez et une texture cimentée sur la surface pour donner cette allure-là un peu reptilienne qui était très présente. Ça faisait partie d'un serpent de pierre qui était beaucoup plus long, qui avait le nez cassé. On voit ici cette texture-là, ce ciment-là qu'ils utilisaient, que nous autres on prend pour du granit aujourd'hui, qui est pas du granit, ou en fait qui est une composition, un mélange de stucco que fabriquaient et qu'ils appliquaient par-dessus les murs pour les recouvrir. Il y a une face de bonhomme encore d'imprimé à l'intérieur, mais c'était grossièrement le stucco. Il y en avait de toutes les couleurs. Ça, on peut voir l'œil qui est ici, et le nez, la bouche. C'est une tête phrygienne, donc c'est l'ancêtre des Québécois. C'est avec la tuque phrygienne qui est ici en haut. On voit encore des restes de couleur ici appliqués dans le bas, de la couleur rouge. De l'autre côté, il est possible de voir exactement le même visage. L'œil a été dessiné aussi, puis on voit le reste. Je vous fais remarquer le délicat travail de finition à l'intérieur ici, qui est assez difficile à réaliser de nos jours. Donc, c'est vraiment un travail exceptionnel, un travail d'une qualité exceptionnelle, mais ces gens-là avaient les connaissances de ces matériaux-là que je crois que nous n'avons plus aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est réalisable aujourd'hui, c'est probablement très possible, une façon de cogner, j'imagine, comme dans le cas des silex, mais quoi qu'il en soit, c'est un très beau travail. Une autre face qui a été retrouvée, qui date des mêmes années, qui a été composée des mêmes années, avec les Mayas. Encore une fois, c'était une face qui était, c'était un pan de ciment, une motte de ciment dans laquelle on impliquait une série de pierres qui avaient des formes appropriées. Et ces pierres-là composaient des visages. Donc on en voit un premier ici, là, qui est le typique Maya qui regarde en l'air, que tous ont vu dans le Tintin ou la statue de je sais pas quoi. Et de l'autre côté, il est possible de voir un autre visage, donc avec l'œil ici et le nez, qui se termine là. Et tout le tour, partout où les gens faisaient leur travail, ils dessinaient des petits bonhommes. Donc il y en a un petit bonhomme ici qui a été dessiné dans le coin, dans la colle, dans le ciment directement. Alors ils prenaient une série de mottes de pierre qui ne sont pas tous du même type, des débris. Ils les collaient ensemble parce qu'il y a certains de ces morceaux-là qui semblent être complets et secs avant d'avoir été insérés dans le ciment, dans cette colle-là. Et ces débris-là étaient insérés simplement pour réaliser une forme à multiples visages. Et cette forme à multiples visages-là était simplement collée sur la surface du mur extérieur. Donc c'était une façon d'avoir un beau mur et d'orner ce mur-là. Plus ancien cette fois, parce que là, il ne travaille plus un plâtre pour mettre par-dessus, mais il travaille directement la pierre, puis ils insèrent la couleur directement sur la pierre. C'est faux lorsque je dis qu'il n'y a pas de stucco qui est utilisé, parce que dans certains cas, il y en a, mais ce qu'il faut voir, là, c'est que la pierre est travaillée. Dans ce cas-là, la pierre, là, on parle d'une pierre qui date
probablement de 3000 ans, donc qui est avant notre ère. Cette pierre-là a été travaillée directement. On voit que les arêtes sont très coupantes. La texture, en finale, était pour donner une texture apparence aux écailles de serpent. On voit que les arêtes de chacune de ces découpes-là sont très coupantes. Ça n'a pas été fait à la main. Ça n'a pas été fait au piolet. Ça a été fait mécaniquement. Ça peut être une mécanique très simple, c'est pas nécessairement un appareil au laser, mais ça a été fait, ça a été déchiré mécaniquement avec une roue mécanique de façon à transmettre cette rugosité-là. Et les surfaces sont très grandes, hein, c'est assez surprenant. Curieusement, toutes les surfaces, tous les alignements sont dans les mêmes directions et il n'y a pas de différence angulaire dans les alignements, ce qui laisse planer un drôle d'engin pour réaliser ce type de finition-là. Alors ça a été retrouvé sur un site qui donnait ça à peu près de 3 à 4000 ans. Une pièce magnifique encore ici qui était un œil, un de ses yeux, dans laquelle vous allez pouvoir voir, ici avec le bec cassé, hein, la forme d'un lézard. Ce qui est intéressant, c'est que ça a été réalisé dans un granit blanc. Dans ce granit blanc-là, il est possible de voir à la surface des trous, des fentes qui ont été réalisées à la surface, 3 fentes. C'est dans ces fentes-là qu'est inséré un nouvel œil, un nouveau médaillon sur lequel était autre chose. Donc, ces fentes-là ont été gravées à l'intérieur du granit lui-même. Et dans ce granit-là, ce qui est intéressant, c'est en fait c'est une pierre qui est très dure, mais ce qui est intéressant, c'est que les arêtes sont toutes très coupantes. Ce qui suppose que ça n'a pas été fait par un travail manuel, mais par une pièce mécanique, encore une fois, capable de réaliser ce type de trou-là. En plus des arêtes très coupantes, le fond des trous sont très carrés. Et les coins sont parfois à l'intérieur. Les coins sont très angulaires et parfois à l'intérieur. Je comprends mal comment ça peut avoir été réalisé. Je crois que la seule façon moderne de réaliser de telles ouvertures serait avec un tour. Maintenant, c'est probablement pas le cas, puisque lorsqu'on regarde au fond des fentes, il est possible de retrouver un ciment, la colle qui était utilisée pour coller l'insertion. Et en plus, dans cette colle-là, il est possible de retrouver diverses choses, comme entre autres la corde de chanvre. Et cette corde de chanvre-là, des bouts de corde de chanvre dans une colle, un ciment rougeâtre. Et en fait, il y a même un poil humain. Donc, si quelqu'un pouvait avoir du carbone 14, le test au carbone 14, on pourrait déterminer vraiment l'âge, le moment à laquelle cet artefact-là a été réalisé. C'est une très belle pièce. La dernière, qui est pas la moindre, qui est la plus vieille probablement, on peut voir la pierre sur laquelle ça a été composé. C'est une pierre de la génération de la civilisation de Nu, des Moaïs. On voit la bouche ici en bas. Puis on voit le grand œil, dans lequel il y a eu une insertion. Donc il y avait une gravure et qu'il y a eu une insertion de couleur. Cette pierre-là, et les Moaïs des deux bords, soit dit en passant, cette pierre-là, et dans la fente de la bouche, ici, il y avait un quelconque un assemblage. Donc il en reste encore un peu, un assemblage végétal coloré, probablement destiné à simuler les lèvres. La pierre de Moher est exactement la même génération que celle des pierres de l'île de Pâques, donc les premières, pas des récentes, mais des premières. On parle probablement de 4000 ans, ce qui est une pierre magnifique. Alors, voilà, ça faisait le tour de ce que j'avais à vous montrer. Les fondations, c'est pas un concept. Ce sont des cités puis des villages qui sont remplis de notre histoire à tout le monde. Une histoire sacrée. Aussi sacrée que si on détruisait les pyramides demain matin. Qui est détruite à coups de pelle mécanique avant d'être resservie en concassée dans la construction. Sous la conduite d'une élite qui est quasi tribale puis mécanique avant d'être resservie en concassée dans la construction. Sous la conduite d'une élite qui est quasi tribale puis est aux prétentions supérieures, présente à travers les sociétés d'ingénierie civile, à travers les sociétés d'excavation, activement supportées par tous les gouvernements, par les sociétés d'État que j'ai pu vérifier, toutes les pierres. Tous ces chefs-d'œuvre témoins de notre ancienne histoire sont grattés de leurs caractéristiques, puis
terminent leur vie dans la bande de roulement des autoroutes ou encore sont enterrés sous les salages des maisons des quartiers d'habitation. Au badon, elles servent de clôture pour empêcher les accès. J'ai vu ça, à coups de pelle mécanique là-dessus. Le Québec est une terre de roche. En dépit de ça, depuis qu'il m'a été donné de comprendre le stratagème, j'ai pu analyser une cinquantaine des grandes plaques de roche dites affleurantes que l'on retrouve un peu partout à flanc de montagne. Il ne m'a pas été possible d'en trouver une d'origine naturelle. Surprenant, vous direz? J'ai passé mon enfance à jouer aux côtés de ces plaques de roche-là. J'ai jamais vu ça. Je suis allé les revoir. Je suis allé revoir des plaques de roche où j'ai joué quand j'étais jeune. Et j'ai trouvé des symboles caractéristiques. J'ai trouvé que c'était des artefacts, que c'était fait de main d'homme. Simple, tout bout de roche qui dépassait, c'était un œuvre de Dieu en devenir. Puis nos ancêtres la gossaient jusqu'à temps qu'ils y retrouvent la seule chose qu'ils connaissaient de lui, son œuvre, l'animorphe. Il y en a tellement que toutes les tours d'Hydro-Québec, les éoliennes, les tours de cellulaires sont construites dessus, les bases militaires, les centres de ski, les champs de golf, les carrières, les prisons, les routes, les viaducs, les développements urbains, les centres de consommation, les barrages hydroélectriques sont toutes planifiés en fonction de la dissimulation de ces œuvres. Les représentations trop évidentes sont dissimulées sous des voiles teintés de couleurs par des cultivateurs dans les champs. Les temples eux-mêmes sont conservés inondés jusqu'à ce qu'ils se comblent de sédiments avant d'être redonnés comme carrière de pierre à exploiter à des entrepreneurs en excavation qui ne sont que les amis des amis. Un après l'autre, les yeux des géants sont nettoyés puis les terres corrompues à l'oxyde de fer. Ceux qui restent sont carrément inaccessibles, protégés comme des coffres-forts par des exploitations forestières ou des sociétés privées ou par les gouvernements, des barrières infranchissables avec caméras, des zones tampons de forêt, des ravins, des rivières, une sécurité renforcée sous différents prétextes quand ce n'est pas carrément des ours en quantité innombrable qui parsèment le terrain. Tous ici doivent comprendre que tout ce qui se situe un peu au-delà du produit de notre civilisation moderne n'est pas qu'une succession de forêts puis de lacs sans intérêt autre que la chasse et la pêche, mais une zone inaccessible au grand public garantissant de garder les plus curieux à l'écart. Ou encore ces grosses pierres rondes et jaunes qui sont à la grandeur du Québec et qui en fait ne sont ni rondes ni complètement jaunes et ne sont que les têtes des statues des dieux déchus qui apparaissent partout. Ces hosties de roches-là sont utilisées partout à la grandeur du Québec pour bloquer les chemins puis les entrées sur Hydro. Ben, ces roches-là, vous en observerez quelques-unes, 2, 3, 10 s'il faut. Vous allez vous apercevoir qu'ils ont toutes les mêmes encavités, les mêmes encavures à l'intérieur. Ce sont des grosses pierres brutes, mais leur forme triangulaire dit tout. Alors voici maintenant la façon de retrouver les fondations. Sur le globe, et il faut que je vous dise, j'utilise constamment Google Earth sur l'ordinateur pour faire ça. Un globe ordinaire est de peu d'utilité. Sur le globe, on tire une référence des anciens navigateurs situés approximativement au centre de la partie nord de l'île Ellesmere, E-L-L-E-S-M-E-R-E, les terres rouges, là où a débuté la civilisation adamique, qui a été appelée le paradis terrestre. 81 degrés 8 minutes 32 secondes nord, 78 degrés 12 minutes 2 secondes ouest. Cette référence est facile à retrouver parce que la majorité des frontières politiques nord-sud des premiers États d'Amérique, ainsi que le Québec et l'Ontario, pointent dans cette direction-là. En prolongeant ces frontières-là, elles se rencontrent sur l'île Ellesmere. En se plaçant dos à cette référence-là, face vers le sud, on parcourt le territoire de très haut, en descendant lentement et en recherchant les formes animorphes, rappelant des formes humaines ou animales. Plus on fait cette recherche-là vers l'île Ellesmere, c'est-à-dire vers le nord, plus les fondations et les cités seront vieilles. Ceci est vrai sur toute la planète, mais certains axes seront nettement plus développés. Pour les raisons mentionnées précédemment, c'est le long de la côte est de l'Amérique qu'il est possible de retrouver la plus grande densité de ces géants-là. Et de cet axe, le Québec remporte la palme et de loin.
car toutes les anciennes générations se succèdent vers le nord. Dès qu'on croise une forme animorphe, elle doit posséder un visage orienté vers le levant, et on plonge vers son œil, dirigé vers le levant. Si elle possède 2 yeux, c'est dans son œil droit qu'il faudra concentrer les recherches, celui vers le levant. L'œil et une oreille permettent généralement de cadrer adéquatement la courbe d'origine du visage, puis un profil. Si l'orientation est la bonne, si le profil est le bon, si l'œil est le bon, il sera possible d'apercevoir à cet endroit-là, autour de l'œil, la présence d'autres formes animorphes, à une échelle réduite cette fois-là. Les mêmes dessins, les mêmes bonhommes vont être très présents, mais à une échelle réduite. Si on est au bon endroit. Cet endroit est l'endroit d'origine de la civilisation qui a présidé à cette région-là. Elle contiendra donc les temples et les cités les plus importantes et les plus anciennes de cette civilisation-là. L'œil gauche d'origine peut être parfois fastidieux à retrouver. Lorsqu'il appartient à un peuple conquis, il a été effacé à l'oxyde de fer ou par des essences d'arbres parasites et des yeux fantômes auront été créés à quelque distance qui ont perturbé le cadrage de l'image. Dans tous les cas, de triangulation adéquate de la courbe du visage, de la position de l'œil et du centre de l'oreille permettront de se situer. Les sites animorphes sont présents sur toute la planète et témoignent des anciennes civilisations qui ont peuplé la planète avant nous. La quantité est importante partout et plus on remonte vers le nord, plus les sites seront anciens, pour reculer jusqu'à la génération adamique sur l'île Ellesmere. De très grands bâtisseurs, ces gens-là. Pour recommencer à une autre vague de civilisation encore plus ancienne qui remonte aussi loin qu'à l'Atlantide de la Cité d'Or. Mais le Québec est particulièrement choyé. La zone que j'ai couverte intensivement est d'environ 200 km par 20 sur un haut plateau à l'accès protégé, puis particulièrement riche en graffitis de ce genre-là, appelé les terres du séminaire, une propriété privée. Dans cette seule zone, j'ai ramassé plus de 3000 de ces géants, en plus d'avoir laissé de côté des centaines de milliers de figures incompréhensibles qui résultaient de la superposition des générations de géants, une après l'autre. Il y en a tellement que parfois il est possible de dénombrer jusqu'à 8 couches différentes témoignant des civilisations. En fait, il y en a tellement qu'il n'a pas été possible de dénicher dans la moitié sud du Québec des zones libres d'animorphes, et la quantité de cités anciennes peuplant le nord du Québec jusqu'à Ellesmere est absolument étonnante. Une tribu à toutes les 4-5 montagnes qui entouraient d'un mur de forme animorphe au centre duquel trônait une grande place à un marché, un temple, dont les murs étaient en terre cuite glacée à porcelaine. Le croisement des essences de la forêt, l'essence des roches affleurantes à la surface de la terre, puis la plupart des lacs ne sont pas naturels. Je ne crois pas qu'il y ait une vallée, une montagne du Québec qui n'ait pas été habitée. On parle d'une population largement supérieure à celle moderne. Des cités importantes, des gens aux croyances différentes, un savoir différent orchestré en fonction de lois différentes, mais tout aussi important que le nôtre. Des cités construites à des endroits juste un peu différents de ceux précédents. Les rives du Saint-Laurent en sont remplies jusqu'au Grand Lac entouré de frontières inaccessibles, sinon à une élite quasi sectaire. En conclusion, l'importance de tout ceci est beaucoup plus que la simple addition des moyens titanesques mis en œuvre pour la réalisation de ces géants-là. Elle est aussi celle des moyens modernes stupéfiants mis en œuvre à tous les jours pour la poursuite de cette lamentable destruction de notre ancienne histoire à tous. Cette importance-là se double de soins inégalés à la protection de certaines fondations par des gens très, très puissants. Des millions sont investis chaque année au nettoyage et à la maintenance de certaines fondations. Notre science et notre savoir n'ont que 400 ans et la plus grande partie n'est qu'une formalisation d'un savoir plus ancien dont le cœur, la partie la plus importante, celle supportant toutes les autres, ne nous est pas parvenu autrement qu'en phrases ridicules qui ne tiennent pas debout aussitôt qu'on creuse. Ma quête de l'histoire ancienne m'a permis de constater régulièrement que les sociétés anciennes étaient beaucoup plus puissantes et possédaient des connaissances beaucoup plus importantes que ce que la science populaire moderne leur prête. Il serait très mal avisé de voir ces choses-là, les causes à la création des géants comme le produit d'une croyance ancienne, aujourd'hui dinosaurienne, puisqu'il est souvent apparu que cette impression était produite par une incompréhension des motifs et raisonnements anciens.
Les endroits possédant les caractéristiques de courbe du visage et d'œil sont franchement magnifiques, d'une beauté à faire cesser le cours du temps, vous saurez me dire. Voilà quel était le fameux tribut des conquêtes. C'est par pure passion que j'ai fouillé et que j'ai fait ces découvertes. Je vous les ai données parce que j'estime que ceci est un crime, le sommet d'un gigantesque iceberg qui déteint dans toute la société, un mensonge envers le peuple, les gens comme vous et moi comme vous. J'estime qu'une société basée sur le mensonge devient l'outil privilégié de quelques-uns et qu'elle ne peut survivre. C'est avec la même passion que j'encourage la diffusion de tout ceci à outrance et sa traduction partout où il sera souhaité. Elle constitue la preuve d'un grand mensonge. Bien à vous, ici Pierre de Châtillon.